Toujours au cinivore de tout poil, ici la meuf en pyjama, même si provisoirement vous ne verrez ni de meuf, ni de pyjama. Aujourd'hui, on parle de Spider-Man No Way Home. C'était pas le premier film que je voulais aborder pour démarrer ma chaîne, mais l'actualité était vraiment trop brûlante. Enfin, plutôt qu'à la vue de ce film, plein de choses me brûlaient les lèvres. Les lèvres du haut, je précise. Mais avant d'entamer la critique de ce film, autant commencer par résumer toute cette anthologie. Tout d'abord, il y avait les dinosaures. Majestueux. Dantesques. Puis sans aucune transition, en 1962, Stanley et Steve Ditko imaginent un super-héros pour Marvel. L'histoire d'une araignée qui se fait piquer par un homme radioactif, ce qui lui permettra de développer des super-pouvoirs qu'elle mettra au service de la justice et de vivre une romance avec Mary Jane. Et qu'on connaîtra sous le nom de Man Spider. Non attendez, c'est pas ça du tout. J'ai téléchargé le mot film. Je disais donc, l'histoire d'un homme qui se fait piquer par une araignée radioactive, ce qui lui permettra de développer des super pouvoirs, comme pouvoir grimper sur les murs, tisser sa propre toile, ou se fabriquer ses propres tisseurs de toile. Il fabriquera aussi son propre costume, ou se le fera livrer par Amazon par un riche milliardaire, c'est selon la version. Bref, après toutes ces aventures, nous voilà dans Spider-Man No Way Home, qui fait directement suite à Spider-Man Far From Home. Mais vraiment directement, à la seconde près, pas le temps de niaiser. Donc juste après l'outing sauvage de Peter Parker par Mysterio. Le vrai nom de Spider-Man, c'est Peter Parker. Vous avez bien entendu, Spider-Man n'est autre que Peter Parker. T'es la copine de Spider-Man? La vie de Peter Parker se retrouve chamboulée au point qu'il demande à Doctor Strange s'il peut arranger la situation en jetant un sort pour faire oublier au monde qui il est. Mais bien sûr, rien ne va se dérouler comme prévu. Be careful what you wish for, Parker. Commençons par la critique sans spoil. Ce film est un énorme gâchis. Bon, passons à la partie spoiler. Malgré tout, j'aime bien le concept de départ, même si c'est mal écrit, et mal amené, et des fois mal filmé. Peter Parker souhaite que tous ceux qui connaissent son identité secrète l'oublient. Et bien sûr, vous doutez bien que ça tourne au vinaigre, et seules certaines personnes, de certains univers bien précis, d'un studio de cinéma bien précis, connaissant l'identité secrète de Spider-Man débarquent. Dr. Octopus, Norman Osborn, alias le bouffon vert, l'homme sable, Lézard, alias Bowser de Super Mario Bros, le film. Et Electro, mais aussi Mary Jane, Gwen Stacy, son daron, et... Ah non, pardon, on me dit que les gens n'en ont rien à foutre. Bon bah on va juste se contenter des méchants alors. D'ailleurs Electro n'a jamais été au courant que Spider-Man c'était Peter Parker. Il a même cru qu'il était noir parce qu'il aidait les gens et venait du Queens avant qu'il ne retire son masque dans No Way Home. Ce gros clin d'œil à Miles Morales, Marvel ne fait pas du tout du pied à Sonic Pictures. No! Spider-Man pourchasse tous les méchants et les enferme. Et c'est au détour de discussions entre méchants que Peter apprend qu'ils finissent irrémédiablement par mourir. Par exemple, Dr. Octopus apprend à Norman Osborn qu'il meurt empalé par son aéroglisseur. Et Doc Ock apprend de la bouche de l'homme sable qu'il meurt noyé. Sauf que tout ça, en vrai, personne n'est au courant. À la fin de Spider-Man 1, personne ne sait qui se cache derrière le bouffon vert. On voit juste Spider-Man ramener le corps inanimé de Norman Osborn, débarrasser de son costume, et c'est tout. Harry Osborn, d'ailleurs, n'apprendra l'identité secrète de son père qu'à la fin de Spider-Man 2. Personne ne sait que le bouffon vert est mort. Pareil pour Octopus, personne n'est au courant de sa noyade. Même que dans Spider-Man 3, on voit dans le Daily Bugle une des journaux qui titre « Octopus, toujours au large, la police continue la chasse à l'homme ». Donc Peter refuse leur fatalité et tente par tous les moyens de les soigner de leurs conditions, de leur enlever leur pouvoir avant de les renvoyer chez eux. C'est assez intéressant, et bien en accord avec les valeurs que peut avoir un Spider-Man, même si au final c'est complètement con parce que les méchants ont été arrachés de leur dimension quelques instants avant de mourir. Donc par exemple, Dr. Octopus qui a disparu de sa dimension avant de mourir noyé avec sa machine, quand il reviendra, eh bien il devra toujours aller se noyer avec sa machine, sauf que là il sera sain d'esprit et pleinement conscient de ce qu'il fait. C'est pas pareil. Il y en a même qui n'étaient pas morts à la fin de leur film et qui étaient même guéris, comme le lézard. Et pour l'homme sable, qui lui aussi est reparti vivant à la fin de Spider-Man 3, j'espère pour lui qu'il n'était pas en l'air au moment de sa disparition, parce que sinon quand il reviendra sans ses pouvoirs... Je les ai sauvés! On a droit à un Doctor Strange à moitié teubé et complètement irresponsable, qui accepte de faire un sort d'oubli super risqué juste pour un ado. Strange, ne vous servez pas de cette magie. C'est trop dangereux. Et te la ramène pas, Wong. Le mec qui genre se fait la voix de la sagesse, alors qu'en loose day, il se permet de faire des combats de rue contre des monstres. Bientôt on va apprendre que le mec sniffe de la coke et se tape des prostituées en scred. Bon, ok, ça part d'une bonne intention, puisque Peter n'accepte pas que ses amis payent le prix de son secret divulgué. Mais il y a quand même une marge entre donner une pierre de l'infinité de manière réfléchie à son pire ennemi pour sauver l'univers. Le mec s'est quand même tapé le replay du film Avengers Endgame en avant-première des millions de fois pour être sûr de son coup. 14 605 précisément. Merci. Et faire un sort à la con qui peut péter le multivers juste pour que Peter arrête de chouiner sur son sort. Tais-toi!
Alors que s'il veut rester anonyme, une bonne perruque et un peu de maquillage, et moi je dis que sa recouvration est toute trouvée. Doctor Strange a juste un rôle de plot device. Il est là uniquement pour justifier l'apparition du multivers. Après, il faut justifier un accident pour que ça se passe mal, et voilà la raison. Le mec, pendant son sort, se fait perturber par Peter parce qu'il a des exigences. Oh, j'aimerais bien que mon love interest se rappelle de moi. Oh, mon meilleur pote aussi. Oh, ma tante May aussi, parce que ça lui ferait bobo à son petit cœur. Ah, c'est bon, gamin. Ta tante, c'est plus la grand-mère grabataire et cardiaque comme dans les précédentes itérations. C'est la haute milf de ta région, sur laquelle il faut cliquer maintenant. Et le mec n'est pas foutu de se concentrer pour faire son sort correctement. Eh mec, Docteur mec, le gamin te demande de lancer un adblock sur le monde entier. Ça te disait pas de te mettre en pause 2 secondes, le temps de cocher les exceptions qu'il demande, et après de relancer le sort. Et après, faut chercher une excuse pour se débarrasser du docteur pendant 12 heures. Donc on l'enferme dans la dimension miroir en piquant l'anneau de Doctor Strange et puis basta. Trop facile. Et d'ailleurs, comment Spider-Man sait que pour ouvrir et fermer le portail, il lui faut l'espèce de demi-point américain porté par Doctor Strange? Nous on le sait, parce qu'on a vu le film Doctor Strange. Mais Spider-Man, lui, il ne l'a pas vu le film. Aucun respect de la part des scénaristes de Spider-Man pour Doctor Strange. Le mec se fait battre par les maths, allez 0 plus 0 égale ta mère. Entoilé, c'est pesé. Ensuite, Peter réunit tout le monde à son appart provisoire. L'occasion de bien admirer les Sinister 5. Ah oui, tiens, ils ne sont que 5. D'ailleurs, pourquoi que 5? Pourquoi ils n'ont pas inclus Harry Osborn, histoire de faire des retrouvailles père-fils? Bon, alors peut-être pas cette version, parce que James Franco s'est fait cancel par MeToo, mais cette version-là, bah, pourquoi pas Venom? Non, pas cette version-là, lui. Il correspond totalement aux critères, il est méchant, il connaît la véritable identité de Spider-Man, le mec reconnaît Peter Parker à 20 mètres en contrebas, c'est quand même fort, et il est mort comme une grosse merde. D'ailleurs, on va torcher le Venom de Tom Hardy tout de suite. Oh merde! Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Ni lui ni le symbiote ne connaissent Peter Parker. Et tout ça pourquoi? Pour laisser un petit bout de symbiote dans l'univers MCU? D'ailleurs, si tout le monde à la fin du film disparaît magiquement, comment ça se fait qu'un petit bout de symbiote ne disparaisse pas? Et qu'est-ce que ça coûtait au MCU de faire sa propre version de symbiote? C'est à ce moment-là que Peter leur montre une facilité scénaristique. Pardon. Une machine qui permet de synthétiser tout et n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. De la puce électronique pour établir le contrôle des tentacules d'Octopus à l'antidépresseur pour Norman Osborn. Malheureusement, ça tourne mal, tante May meurt et Peter part bouder dans son coin. Et pendant ce temps-là, chez la grand-mère de Ned qui a en sa possession le demi-point américain de Doctor Strange, invoque un portail assez facilement. Là où l'ex-sorcier suprême avait galéré sa race, je rappelle, parce que d'après sa grand-mère, monsieur a de l'affinité avec le scénario, pardon, avec la magie. Du coup, il ouvre le portail vers le fanservice du Sonic Pictureverse. Allez, vas-y que je te mets Andrew Garfield, vas-y que je te rajoute Tobey Maguire, et Ned continue, vas-y que j'invoque Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Cochon, Spider-Jameson, et le meilleur de tous, le Spider-Man japonais. Spider-Man! Complètement hardcore. Wow, Ned, tu te calmes, on n'a pas assez de budget pour tout ça, t'en gardes que 2. Allez, vas-y que je te mets Andrew Garfield, vas-y que je te rajoute Tobey Maguire. Mon dieu, le coup de vieux qui s'est pris, lui. En fait, je lui dirais que c'est la coupe de cheveux qui ne va pas. Ça fait ressortir ses oreilles décollées. Leur arrivée est ultra anticlimactique. Putain, c'est dur à dire ce mot. C'est littéralement, oh tiens, j'ai vu de la lumière, je suis venu. Oh tiens, moi aussi, pareil. Ah oui, j'avais oublié, mais Daredevil aussi a vu. Pardon, a senti la lumière et il est venu au début du film. Voilà. C'est quoi ce débarquement tout moisi? C'est vraiment à l'image de tout le film. Du fanservice facile, sans effort et sans âme. Généreux, certes, mais vraiment sans saveur. On n'est pas très loin de Ready Player One à ce niveau-là. Mais lui, au moins, avait comme excuse d'avoir une chier de personnages issus de la pop culture. Donc vraiment pas le temps de développer. Et quand on voit que celui-ci a eu de bons retours de la critique publique, dont un américain que je citerai parce qu'il m'a marqué ce con. Oh, j'ai vu 13 heures d'Overwatch, c'est le meilleur film du monde. Eh ben, tu m'étonnes que ça marche. Alors pourquoi se fouler? Spider-Man No Way Home est un gros doudou nostalgique. Ça fait appel à notre cerveau reptilien. Ta gueule. On régresse et on ne peut pas s'empêcher d'apprécier le film en se rappelant les bons souvenirs qu'on avait pu avoir en matant les films précédents. Et on rajoute une couche de clin d'œil et de blagues méta par-ci et de blagues méta par-là. Il se trouve que je suis moi-même un scientifique à mes heures. Les problèmes de dos de Toby. Ça fait mal. Les mecs qui font répéter à Andrew qu'il est amazing. Oh. La blague sur est-ce que Toby peut produire de la toile ailleurs que par ses poignets? Et la réponse est oui. Non, je déconne. Les mêmes sur internet qu'ils essaient de reproduire mais c'est tellement mal filmé qu'on ne voit rien. Le fameux With great power comes great responsibility. mais cette fois-ci prononcé par Tante May, etc. et j'ai certainement dû en manquer. Loyer! Ce film est fait sans aucun talent ni aucune passion.
Avec le matériau en or qu'ils avaient, ils en ont rien fait. Ils se sont juste contentés du service minimum parce que le film s'écrivait tout seul et que ça suffirait à remplir le portefeuille, les salles et le nombre de contaminations en cette période de pandémie. Le film s'écrit tellement tout seul que tout le monde, rien qu'en voyant la bande-annonce, savait déjà ce qui allait se passer. Comme ce passage où ça trompe personne. On savait très bien que c'est Andrew Garfield qui va sauver MJ. Et c'est là qu'on voit que le réalisateur, John Watts, est un blaireau fini. Là où les deux réalisateurs précédents, Mark Webb et surtout Sam Raimi, sont de vrais artisans avec du cœur et des couilles. Les combats dans Spider-Man 2 sont frappadingues. Sa mise en scène est géniale et totalement reconnaissable. Même son Spider-Man 3, je l'ai aimé, alors qu'il est vachement décrié. Quant à Mark Webb, le combat contre Electro est complètement fou. Et cette fucking scène. Alors pour la petite anecdote, j'étais petite au cinéma, et quand est arrivée cette scène, j'ai retenu mon souffle. Littéralement. Je me suis dit, mais non, elle va pas mourir, il va réussir à la choper quand même. Bon, d'accord, elle s'est un peu cognée la tête. Mais un cachet d'aspirine et c'est bon, on n'en parle plus. Bon, là, elle est juste un peu fatiguée, hein. Hein, ça va aller. Je vous jure qu'elle fait juste une petite sieste. Elle va se réveiller. Je vous jure. Voilà. Une des plus belles morts que j'ai pu voir dans un film de Spider-Man. Et John Watts, ce feignant, comment lui il gère ça? Bah, Andrew rattrape MJ, il pleure un bon coup, et puis voilà, fin. Scène suivante. Sérieux? 14 secondes, j'ai chronométré, c'est tout ce qu'il lui consacre. C'est son arc rédempteur, l'occasion de se racheter, c'est un moment fort. Et ce mec n'en a tellement rien à foutre. Et si t'as pas eu The Amazing Spider-Man 2, bah c'est tant pis pour toi. Toute l'iconographie, toute l'imagerie, tout le parallèle entre ce qu'il a vécu et ce qu'on vient de voir, bah tu passeras complètement à côté. Même pas de flashback pour te situer le truc. Même les amateurs font mieux avec leur fausse bande-annonce. Une honte. Ce mec, ce n'est pas un réalisateur. C'est même pas un yes man. C'est un putain de fonctionnaire. Et c'est très insultant pour les fonctionnaires. Ce mec pose sa caméra dans un coin, part en pause clope, et revient quand c'est fini. La mort de Tante May ? Rien à foutre. C'est filmé complètement platement. Le perso est mal écrit et quand on commence à l'étoffer un peu et qu'on lui fait dire la fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », c'est déjà trop tard. À ce stade, je m'en bats déjà les ovaires. La scène cool où Tom Holland tabasse le bouffon vert, ce qui le fait de plus en plus sourire parce qu'il voit que Spider-Man sombre de plus en plus, il en fait un plan ultra neutre et générique au possible. Vous trouvez les scènes d'action cool et bien chorégraphiées? Eh bien ce n'est pas de son fait. Il n'y est absolument pour rien. Une petite parenthèse sur la fabrication des scènes avec effets spéciaux. Les gens composant l'équipe technique font ce qu'ils appellent un prévise, pour prévisualisation. Ils font à l'avance la plupart des scènes, surtout celles demandant de lourds effets spéciaux. Prenons Avengers Endgame, sorti en 2019. Vous vous souvenez de la scène iconique où les héros courent tous ensemble vers l'armée de Thanos? Les CGI de cette scène, donc moins les acteurs en chair et en os bien sûr, parce qu'il faut les filmer à part, étaient déjà prêts en 2016, soit 3 ans avant la sortie du film, avant même de savoir qui va réaliser le film. Ils font tout à l'avance et à la chaîne, un vrai McDo du cinéma, ce qui des fois cause la défection de certains réalisateurs prestigieux qui pourtant voulaient bien bosser sur un Marvel, parce que les mecs se rendent compte que leur contrôle créatif est ultra limité. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un branquignol, comme John Watts, ce fonctionnaire. C'est même pas un fonctionnaire, c'est un caissier, et c'est très insultant pour les caissiers. Pas tapez-moi les caissiers s'il vous plaît, je suis gentil, puis bon si vous êtes méchant, j'irai à la caisse automatique. John Watts, le caissier du MCU. Fan service numéro 1, fan service numéro 2, voilà, ça fera 420$ et 69 cents, vous réglez comment? Ah si, il a fait une seule mise en scène plutôt bien. La scène où Tom Holland a son sens araignée qui le fait psychoter, en travelling compensé et tourné avec une snoricam. C'est vraiment très très léger. Je passe sur la dernière scène de bataille, qui est cool mais assez convenue. J'ai cru reconnaître dans le tas d'ennemis qui menacent d'apparaître Rhino et Kraven. J'attends qu'on me confirme en commentaire. Peter demande à Doctor Strange de faire un sort pour que le monde entier oublie Peter Parker, ce qui donne un grand moment d'émotion puisque ses amis, et surtout MJ, vont l'oublier, ce qui le forcera à refaire toute la phase de drague, trop dur. Par contre, le monde entier connaît toujours Spider-Man. Les gens ont juste oublié que derrière le masque se cache Peter Parker. Donc Spider-Man, il fait toujours partie des Avengers. Donc son problème d'anonymat au sein des Avengers, ça peut être réglé comme ça. Coucou, je m'appelle Peter Parker. Du coup, en retournant à l'anonymat le plus total, il est maintenant forcé de tout faire par lui-même. J'aime bien l'idée du soft reboot, ou du garçon pourri gâté par les jouets de Stark, qui a été beaucoup reproché par le public. On passe à un adulte qui doit se démerder tout seul. Un vrai galérien, comme dans les comics. Par contre, avec un costume bleu turquoise dégueulasse, cousu main. Et en ce qui concerne le Peter Parker qui retourne à la vie sauvage, c'est mignon, mais on a déjà eu 5 films comme ça avant son arrivée dans la MCU. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter de plus qui n'a pas déjà été raconté précédemment? En plus, avec la même équipe de bras cassés au scénar et à la réalisation. Voilà, une énorme déception. Bon d'accord, je n'ai pas passé un mauvais moment, certes, enfin pas complètement en tout cas, mais cette réunion au sommet méritait largement mieux que ça quand même. Tobey Maguire est pour moi le meilleur Spider-Man, Andrew Garfield est le meilleur Peter Parker, c'est d'ailleurs lui qui à mon goût tire son épingle du jeu dans ce film. Tom Holland est... bah il respire, il bouge de temps en temps,
Ah si, c'est le meilleur danseur, qui porte super bien les barésilles. Non, je suis méchante, franchement ça allait. Ça reste quand même un sacré moment de cinéma qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. Et rien que pour ça, je remercie les studios Marvel et Sony Pictures d'avoir essayé de faire un film qui flatte les fans en récompensant leur dévouement. Et je remercie du fond du cœur les 3 Spider-Man d'avoir livré une superbe performance qui restera, malgré tout, dans les mémoires. Par contre, toi, John Watts, sale fils de... Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, abonner, clocher, commenter. Planquez-moi ça! Et je vous dis bisous et bonne bourre! Et bonne fête! Peter, Dieu te bénisse, petit. Je les ai sauvés!